Aujourd'hui, j'accueille Alexis Combo, qui est web analyste chez Louis Vuitton et qui va nous expliquer son métier, mais ce pourquoi aussi il lance son accompagnement pour les freelances, pour inciter les gens à passer dans ce domaine. Ce sera l'occasion pour nous d'aller plus en détail dans le métier de web analyste au quotidien et ce pourquoi les marques de luxe ont une approche totalement différente que des marques e-commerce par exemple. Comprendre pourquoi la freelance est en train de changer les règles de la donne et vous donner les clés pour vous lancer vous-même. Bonjour à tous, moi c'est Guillaume, bienvenue sur une chaîne consacrée à la data sur laquelle vous trouverez des conseils, des interviews et des tutoriels. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire et je vous souhaite une bonne vidéo. Comment ça va ? Trop bien, super content d'être là pour une belle expérience. Bienvenue sur la chaîne. Toi, tu es freelance en Web Analytics, c'est ça ? Explique-nous un peu d'où tu viens, ton parcours. Écoute, avec plaisir. Donc moi, je suis freelance depuis 6 ans. Je me suis lancé dès ma sortie d'école d'ingé. Okay. Donc je me suis axé surtout sur la data et la web analyse, comme tu l'as dit. Donc ça, c'est mon activité à plein temps. Donc je suis super content. J'ai des gros clients, des clients grands comptes, BNP, Dior, Louis Vuitton, etc. Donc ça m'a plutôt bien réussi et je suis super content d'avoir osé du coup franchir le cap. Et du coup, je me suis mis récemment à faire du contenu, comme tu l'as dit, sur LinkedIn, YouTube, pour aider les gens à se lancer. Donc les motiver, leur donner toutes les clés justement pour bien réussir, bien se lancer en freelance. Comment définir son offre, quelle petite subtilité administrative il faut ne pas oublier, etc. Et donc avec plaisir pour parler de tout ça aujourd'hui avec toi, ça va être très cool. Top. Eh bien, on va embrayer direct. Le but, c'est que tu puisses nous donner un peu, que ça soit la vision pédagogique aussi, et que tu puisses nous dire ce qui t'a amené là, pourquoi toi, tu te sens vraiment sur cette expertise de Web Analytics, qui est très spécifique. D'abord à cette expertise, et ensuite au domaine dans lequel tu opères, parce que c'est assez particulier. Faut savoir que moi aussi, j'ai bossé dans le luxe, donc c'est pour ça que je souhaitais t'inviter et qu'on ait une discussion par rapport à ça. Et ensuite, tu nous expliqueras un peu comment tu as plus globalement développé ton programme d'accompagnement, qu'est-ce que tu remarques en termes de trend sur les freelances et sur les différents métiers avec lesquels tu travailles, toi, au sein de ta team et du secteur globalement. Et quels seront tes insights un peu à l'avenir que tu donnerais pour les freelances, pour se lancer, mais aussi qu'est-ce qui ferait de quelqu'un un bon web analytics d'après ton expérience, quoi. Ok, ça va faire plein de sujets effectivement. En ce qui concerne, pourquoi je me suis orienté sur cette discipline-là déjà. Donc c'était école d'ingé, spécialement normalement sur l'aspect web, informatique, etc. Il y avait une petite majeure qui était axée sur la data. Et justement, le fait d'être ingé et uniquement axé sur le développement, etc., ça me plaisait pas trop. J'aimais bien aussi la partie un peu business derrière, et de pouvoir mixer des compétences techniques avec des soft skills, le fait de communiquer, d'apprendre des choses aux gens, un peu de formation, etc. Et donc la data, ça me paraissait être le bon créneau là-dessus. Donc je suis parti sur cet aspect-là. Au fur et à mesure des stages, des expériences, etc., je me suis dit, il y a quand même un truc sympa à faire en web analyse, avec des outils assez classiques, même qui peuvent être gratuits, donc chacun peut les essayer chez soi, type Google Analytics, pardon. Ça, c'est des très bons outils pour démarrer, pour comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Et après, ça te permet justement d'optimiser ton site web, tes apps, et donc c'est vraiment un élément décisif pour les grosses boîtes, alors pour toutes les entreprises, mais encore plus forcément pour les grosses boîtes qui ont un trafic énorme, etc., donc c'est super intéressant à étudier. Et donc chaque petit changement sur ton site peut vraiment apporter des résultats. Donc ça, forcément, il y a du besoin, il y a de la demande derrière. Et donc se positionner là-dessus, ça a été assez naturel. Et au fur et à mesure de mes missions, etc., je me suis spécialisé. Donc ça m'a apporté pas mal de bonnes choses. Et justement, comme tu l'as dit, le secteur, alors j'ai fait banque et luxe. D'accord. J'avais pas d'attrait particulier pour ces deux secteurs. Clairement, j'avais rien qui me ramenait à ces branches-là. Okay. Mais au final, c'est des opportunités qui se présentent, tout simplement. Des gens qui viennent toquer à ta porte sur LinkedIn, sur les plateformes, etc. Donc dans ces cas-là, vaut mieux se positionner là-dessus parce qu'en général, ça fait des belles aventures derrière. Ouais. Top. Et en fait, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus, toi, dans ton métier de web analyst, du coup, en luxe, il se trouve que le luxe, c'est une vitrine. C'est beaucoup une histoire de vitrine. Donc le site, il va être là pour ça. Mais j'imagine que derrière, pour convertir, ça va être en boutique. C'est drastiquement différent comparé à une expérience, par exemple, en digital chez Decathlon ou des boîtes de retail qui vendent en mass market, qui s'adressent à ça et qui
qui vendent en ligne. à Donc fait. explique-nous un peu les spécificités, quelles sont les répercussions sur ton métier en fait. Exactement, bah, t'as bien cerné le souci. Enfin, ce qui n'est pas un souci, ce qui est juste une approche différente, effectivement. Donc, comme tu l'as dit, c'est surtout une vitrine. Après, il y a forcément des gens, alors surtout dans le luxe aussi, t'as des populations qui savent très bien ce qu'ils veulent et qui achètent voilà, sans poser trop de questions, et qui sont très, très sûrs d'eux. Donc, eux, au moins, ils peuvent le faire en ligne. Ils se font livrer justement avec des services très appropriés, des colis sympas, etc. Donc, l'expérience, évidemment, qu'elle est plus sympa en boutique, je pense. Mais il faut que l'expérience en ligne soit aussi très agréable, très fluide, avec des petites animations, des expériences un peu 3D, ce genre de choses. Donc ça, voilà, les sites de luxe misent beaucoup là-dessus pour compenser un peu cet effet-là. Évidemment que ça reste minime par rapport aux ventes en ligne, mais du coup, notre rôle à nous, c'est d'étudier alors qu'est-ce qui peut être mis en place pour améliorer justement cette navigation, ce parcours client. Et ça, c'est super important pour tout simplement optimiser à la fois le ressenti qu'a le client sur ton site et qu'il ait envie de passer à l'action tout simplement maintenant et de ne pas prendre rendez-vous. Alors, c'est déjà un très bon facteur. Hein. Si la personne prend rendez-vous en boutique, c'est déjà très bien. Mais si elle peut encore plus passer à l'action instantanément, forcément, on a tendance à vouloir accentuer ce phénomène-là. Ouais. D'accord, parce que actuellement, si moi, mettons, je suis client, le funnel, c'est quoi? J'arrive, je veux acheter en ligne, comment ça se passe? Alors, c'est assez simple. T'arrives, peu importe de la source auquel t'arrives, en général, les gens viennent soit en tapant la marque tout simplement sur Internet, soit en tombant sur une publicité sur les réseaux, quoi que ce soit. Donc, t'arrives soit sur la homepage, soit sur une page, une liste de produits tout simplement, ou un produit en particulier. À partir de là, tu peux l'ajouter à ton panier. Donc, ça, c'est déjà la première conversion, on va dire, marquante en analyse de données. Voilà, l'ajout au panier, c'est déjà un très bon signe d'achat, une très bonne intention. Et ensuite, à partir de ça, il faut que la personne aille sur son panier, commence du coup son checkout, donc son parcours d'achat littéralement, et ensuite du coup on renseigne son mail, son adresse, son moyen de paiement, et on confirme sa commande. Donc à partir de là, évidemment, on considère que le parcours est terminé pour la commande en question. Et après, forcément, il y a tout l'aspect fidélisation derrière, où on espère que la personne tout simplement crée un compte, s'abonne à des newsletters, à ce genre de choses, pour qu'elle revienne évidemment. Qu'elle reconvertisse. Quoi. Bien sûr. Okay. Mais déjà, la conversion au sein d'une même session, enfin d'une seule et même visite, c'est déjà un très bon indicateur et voilà, on ne peut pas espérer mieux, clairement. D'accord. Et c'est quoi la différence? Parce je sais que vous avez des indicateurs qui sont assez spécifiques au Web Analytics. Qu'est-ce que tu appelles une session? Qu'est-ce que tu appelles une visite? Explique-nous un peu. Ouais, t'as raison, effectivement. Alors, ce qu'on se dit tout simplement, c'est qu'un utilisateur, donc c'est une personne physique, elle peut faire donc plusieurs visites sur ton site. Donc ça, elle peut venir un jour, puis le lendemain, etc. Et donc une session, c'est tout simplement défini par une demi-heure d'affilée sur ton site ou ton app. D'accord. Donc on considère qu'au-delà d'une demi-heure, c'est en général, tout est modifiable évidemment sur les outils, mais c'est en général la caractéristique première. Et donc tout est modifiable, mais on considère qu'au bout d'une demi-heure, la personne est sûrement passée à autre chose, ou en tout cas passer une demi-heure sur un site, en tout cas de e-commerce, c'est quand même assez rare, sauf si vraiment t'es perdu et que tu trouves vraiment pas ce que tu veux. Mais normalement, voilà, en une demi-heure, t'as largement de quoi faire, donc on suppose que la personne a peut-être changé d'onglet ou autre, et donc on suppose que si elle revient sur le site après une demi-heure, c'est une nouvelle session. Ok. Et vous, c'est l'indicateur de croissance qui vous intéresse le plus en termes de navigation pour convertir ensuite? Qu'est-ce que vous comparez? Quelles sont vos métriques en fait? Ouais, écoute, en termes de trafic pur, tu as donc soit l'utilisateur, soit la session, ou soit la page vue. Donc là, forcément, D'accord. c'est le nombre de pages littéralement vues sur ton site. Et donc, si la personne rafraîchit 10 fois la même page, par exemple, ça fera 10 pages vues, mais c'est un peu délicat à analyser. Donc, effectivement, les sessions, nous, c'est ce qui nous intéresse le plus en général. Et après, à partir d'une session, donc effectivement, il y a les pages vues, etc. Mais il y a justement les actions clés qu'elles ont réalisées, que les sessions ou les visiteurs ont réalisées. Et donc là, justement, on va s'intéresser aux ajouts au panier, à la souscription newsletter, est-ce que la personne a rempli tel ou tel formulaire. Enfin, voilà, toutes les actions un peu clés derrière, c'est évidemment là-dessus qu'on souhaite accentuer. Ouais. Ok, très clair. Et en fait, quand vous êtes... parce que chez Louis Vuitton, je sais qu'il n'y a pas toutes les marques de luxe qui vendent en ligne. C'est encore... Soit tu es obligé de passer par le magasin et ils t'offrent une expérience où tu peux choisir les produits qu'ils n'ont pas en stock et eux vont chercher dans leurs différents stocks dans le magasin ou dans la région pour ensuite te le faire livrer chez toi. Mais je sais qu'il n'y a pas toutes les marques de luxe qui proposent directement un achat directement en ligne parce que ça supprime un peu ce contact client où en fait les vendeurs véritablement se constituent un portefeuille de clients et sont très bien rémunérés à la commission quand il y a des clients. Donc, est-ce que tu sais pourquoi Louis Vuitton a cette démarche-là, vendre en ligne donc totalement, et d'autres marques ne le font pas?
Comment tu alors, pourrais l'expliquer? là, l'aspect vraiment stratégique derrière de pourquoi je l'aurais pas, effectivement, tu as tout dit. Il y a des marques qui le font pas parce que forcément, l'expérience en boutique, t'es un peu chouchouté, etc. Surtout pour les très grosses marques. À tout moment, tu peux te faire offrir une petite coupe de champagne, etc. Donc voilà, forcément, les gens peuvent en tout cas préférer cette démarche-là. Le côté en ligne, forcément, ça simplifie beaucoup de choses aussi. Hein. Si tu es dans une zone un peu plus rurale ou que tu n'as pas de boutique à moins d'une demi-heure, 1 heure, est-ce que tu as vraiment envie de te déplacer juste pour ça? Voilà, ça peut être un challenge. Donc je pense que c'est ces aspects-là qui comptent le plus. C'est le côté pratique, le côté optimisation et surtout le fait que si tu vois une publicité en ligne et que tu as envie d'acheter tout de suite, je suis pas sûr que tu aies envie d'attendre potentiellement 1 semaine pour décrocher un rendez-vous dans telle boutique, etc. Donc voilà, il y a sûrement des villes ou des pays qui n'ont pas les boutiques que tu souhaites. Donc ça peut toujours un peu complexifier, selon les disponibilités, comme tu l'as dit, des modèles, etc. Parce que forcément, en luxe, on a tendance à vouloir faire des petits stocks pour faire un peu de rareté, etc. Donc voilà, tout ça, je pense que ça... Alors je ne saurais pas te dire pourquoi, mais évidemment, ça joue sur la décision. D'accord. Et donc, tu observes en fait que les marques s'ouvrent de plus en plus à ça et sont de plus en plus enclins de toute façon avec le changement de génération ou peut-être le changement de consommateur, peut-être la génération Z qui consomme de manière différente et qui est très habituée à ça par rapport à la génération de nos parents. Finalement, si c'est pas inclus dans le parcours d'achat, c'est potentiellement se priver de clients qui sont entre 18-25 ou en tout cas 25-35 qui sont nés en fait avec les nouvelles technologies, quoi. Exactement. Okay. Et même moi, j'avoue que je passe un peu pour un boomer des fois, mais je suis toujours rassuré à l'idée de commander sur Internet, sur un ordinateur et pas sur un mobile, tu vois. Ouais. Parce que mobile, je trouve que c'est pas encore assez safe, pas encore assez fluide. T'as peur de faire un petit misclick ou autre. Et je suis beaucoup plus à l'aise sur un ordi pour commander quelque chose qui a un peu de valeur ou autre. Je préfère rentrer chez moi le soir plutôt que le faire sur mon téléphone un peu à l'arrache dans le métro. Donc voilà, c'est des petites habitudes à prendre. Évidemment, comme tu dis, plus ça se rajeunit, plus les gens sont ultra habitués à le faire en 2 clics, Apple Pay ou autre, ça va très vite. Donc non, bien sûr, évidemment que l'e-commerce, c'est pas près de mourir pour l'instant, je pense. Il y a un très beau futur. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu travailles avec Louis Vuitton? Alors, je suis en presta depuis 2 ans maintenant. Ok, d'accord. Et en général, c'est des missions assez longues, entre 1-2 ans pour les différents clients. C'est des missions vraiment d'accompagnement. Donc, je suis consultant qui vient apporter du coup mon expertise, un point de vue extérieur. Donc, je m'intègre à une équipe qui est en général déjà formée. On est entre 5 et 6 personnes. Et du coup, voilà, c'est un apport en plus. Forcément, pour les entreprises, ça permet d'avoir quelqu'un de dispo instantanément qui a une expertise sur un outil en particulier ou en tout cas sur une compétence un peu clé et qui vient pour un renfort, j'allais dire temporaire, même si quand même 1 ou 2 ans, ça commence à faire pas mal. Mais c'est super intéressant pour eux d'avoir un avis extérieur et de pouvoir compter justement sur quelqu'un qui est efficace et opérationnel de suite. Ouais. D'accord. Mais en fait, c'est ultra révélateur de la typologie du marché maintenant, de l'emploi, parce que finalement, on peut engager des freelances pour des missions de 2-3 ans. Finalement, en fait, c'est des internes quasiment. Donc, toi, tu travailles ce qu'on appelle en régie. Donc, tu es payé au temps que tu passes dans l'entreprise avec un TGM, donc un tarif journalier moyen. Il y a un autre mode de rémunération qu'on a en freelance, c'est être payé au forfait. Donc, on fait un livrable et on facture ce livrable avec un taux journal moyen. Donc après, c'est à nous de jouer finalement sur le temps qu'on y met pour le livrer. Mais c'est vrai que dans les grandes entreprises, en tout cas, c'est en régie principalement. Enfin, corrige-moi si je me trompe, mais c'est ça. Et finalement, en fait, est-ce que toi, tu observes, pas une inversion des rapports, mais est-ce qu'il y a autant d'internes que de freelance à l'intérieur des équipes, surtout en tech? Je connais pas pour tous les autres métiers, mais est-ce que c'est quelque chose que tu observes qui est en train d'émerger sur le marché de l'emploi? Ouais, carrément. Carrément, c'est même ce qui me fait dire que le freelance a un très bel avenir devant lui aussi, et donc c'est pour ça que je motive les gens à passer dans cette dimension-là, on va dire. C'est quoi, tout à fait, il y a de plus en plus de missions freelance. Avant, c'était quand même ultra méconnu, on va pas se mentir, c'était un peu la personne qui se lance en indépendant, elle prend des risques, etc. Maintenant, comme tu l'as dit, en fait, les entreprises commencent à de plus en plus en employer. On est peut-être sur 50-50, je dirais, en termes d'équipe tech, entre consultants et salariés. En fonction des différentes boîtes, etc. que j'ai fait, c'était plus ou moins ce ratio-là. Donc non, franchement, il y a évidemment un beau potentiel, surtout que justement l'aspect sécurité du CDI, il commence à être de plus en plus effacé par justement le fait que les missions freelance sont aussi long terme. Donc en général, les gens en CDI veulent quand même assez vite changer d'emploi, peu importe le contrat et l'entreprise en question. Ils aiment bien un peu de renouveau. Et du coup, la freelance permet d'avoir ça, mais quand même avec des missions long terme. Donc évidemment, ça dépend du secteur, on va pas se mentir. La data, la web analyse, le dev, etc. C'est évidemment des bons secteurs pour se poser dans un projet, pouvoir travailler plusieurs mois, avoir le côté renouvelable qui te sécurise un peu. Mais il y a évidemment d'autres secteurs où c'est beaucoup plus ponctuel, comme tu l'as dit, des forfaits
sur une période d'une semaine, d'un mois ou autre. Donc là, après, c'est à toi d'optimiser ton temps pour le faire le plus rapidement dans les meilleures dispositions. Mais non, bien sûr, il y a des très beaux projets à aller chercher, des très belles missions, ouais. Ok, mais c'est vrai que en fait, j'ai vu un chiffre comme quoi les gens qui étaient en CDI, maintenant c'est en moyenne 2-3 ans dans la même boîte et ensuite ça part. Alors peut-être que c'est lié à un contexte marché où tu as plus d'offres que de demandes, hein. Mais c'est vrai que les gens ne restent plus comme la génération de nos parents, autant faire carrière dans les mêmes entreprises ou en tout cas changent de marque pour les gros groupes. Et donc, en fait, le modèle de freelance permet d'apporter cette flexibilité et cette contractualisation qui est globalement plus courte, pour laquelle tu peux intervenir ponctuellement, mais aussi plus longue. Et finalement, en fait, les lignes temporelles se chevauchent en termes de carrière, quoi. Exactement. Donc, comme tu l'as dit, je pense que c'est le bon timing parce que les gens sont beaucoup plus à même de se lancer dans cette démarche-là. Évidemment, enfin, il y a le côté, comme tu dis, les parents qui restaient 15-20 ans dans la même entreprise, qui faisaient toute leur carrière. On le revoit quand même beaucoup moins. Enfin, dans mes proches, tout le monde a déjà au moins changé une fois d'entreprise alors qu'on n'a même pas 30 ans. Donc forcément, c'est un facteur qui est à prendre en compte. Après, au-delà de salarié, il y a aussi être consultant dans une boîte de conseil. Oui. Et donc là, pareil, là, tu as des missions assez variées. Simplement, le salaire suit un peu moins, on va dire. T'as le côté varié des expériences, etc. Mais on te force quand même beaucoup plus à aller sur une mission plutôt qu'une autre. Les congés payés, bah forcément, ils sont pas du tout aussi libres qu'on pense, hein. T'es obligé d'en poser 2 en été, 1 entre les fêtes de fin d'année, etc. Donc toutes ces libertés-là un peu en moins et le salaire, où on te rémunère plus ou moins 1/5 de ce qu'on facture. Tout ça, voilà, c'est ça qui peut amener en tout cas les gens à passer vers la freelance, parce qu'au moins, voilà, c'est beaucoup plus transparent, t'es maître de ta situation, de ta carrière, et ça, c'est quand même super gratifiant, et les gens aiment voilà, être à leur compte, et cette satisfaction, cette fierté de se lancer et d'être vraiment en indépendant, quoi. Ok, et toi justement, c'est ce que tu présentes dans ton accompagnement. Explique-nous un peu comment, j'imagine que tu as eu l'occasion de former quelques étudiants, si on peut les appeler comme ça, dans ton programme d'accompagnement. Est-ce que tu regardes, est-ce que tu aperçois des tendances en termes de secteur et ensuite en termes d'expertise? Est-ce que tu as des gens vraiment de tous les âges qui sont en reconversion professionnelle ou qui viennent de milieux différents, d'âges différents? Est-ce que tu vois que y a plus des gens qui sont plus capés, donc seniors, quoi, ou finalement des gens qui se disent moi je suis sorti d'école, j'ai pas envie forcément de faire ça, donc vas-y je me lance et on verra, quoi. J'ai déjà développé une expertise, j'ai eu l'occasion de faire ça. Explique-nous un peu tout ça. Ouais, alors comme tu l'as dit, y a pas mal de gens qui se disent ok, je sors d'école, donc il me faut les 2-3 ans d'expérience avant de me lancer. Donc là, ça part souvent sur un cabinet de conseil. Bon, je suis la preuve du coup que c'est pas nécessaire. On peut sortir directement d'école et se lancer en freelance. Et donc, effectivement, c'est archi varié les profils qui me contactent. On est sur des gens qui sortent d'école, sur des profils qui sortent de cabinets de conseil, soit qui ont déjà posé leur démission et donc ils sont tout contents, qui veulent se faire accompagner, ou soit qui hésitent encore et donc ils ont besoin d'un petit coup de boost et de quelqu'un à leur côté là-dessus. Et après, comme tu l'as dit, il y a aussi des gens en reconversion totale, donc potentiellement 40, 50 ans, qui du coup faisaient totalement autre chose et qui se disent la data ça a l'air sympa, ou le développement web ou quoi que ce soit. Et donc là, il y a pas mal de bootcamps, etc., qui existent sur Internet pour tout ça. Mais forcément, pour se lancer dans le monde pro derrière, c'est toujours un peu délicat. Et moi, tout simplement, en fait, on me posait tellement de questions tout simplement, on me sollicitait tellement à propos du freelance au sein de mes missions, mais aussi des proches, de la famille, etc., que je me suis mis à faire du contenu tout simplement pour me dire, mais si ça intéresse autant les gens, autant le partager en ligne. Et comme ça, alors d'une part, je gagnerais du temps, parce que voilà, si on me pose des questions, j'aurais en général une réponse en vidéo ou un post ou autre qui aide les gens assez vite. Et je me suis dit, voilà, autant le faire connaître au plus de monde possible, tout simplement. Donc je me suis mis à faire du contenu, et au fur et à mesure, donc là ça fait déjà 1 an, au fur et à mesure, des gens qui sont venus en mode, littéralement, je souhaite que tu m'accompagnes parce que j'ai toutes les infos qu'il me faut, mais il me faut justement ce petit truc en plus qui va me pousser à me lancer, avoir quelqu'un à ses côtés qui t'accompagne personnellement, etc. Et donc c'est pour ça que j'ai lancé, tu l'as dit, mon accompagnement. Et donc ça, c'est un accompagnement vraiment sur la durée, où j'accompagne les gens jusqu'à leur première mission. Et donc ça peut durer alors autant de temps qu'il le faut, même si en général, j'estime ça à 2-3 mois, de ta démission en CDI à ta première mission. Toi, c'est ton facteur 1 pour que les gens puissent entrer dans ton accompagnement post-ADEME et ensuite tu peux entrer dans ton accompagnement. C'est un peu ça. En fait, le risque de ne pas poser sa démission, c'est qu'en général, tu as un préavis de 3 mois. Et donc là, un préavis de 3 mois, en sachant que les missions en freelance sont en général pour de l'instantané. Enfin, l'entreprise, elle veut quelqu'un dans la semaine, dans les 2 semaines qui viennent. Si tu leur dis, je suis super chaud, mais je suis dispo dans 3 mois, elles vont dire, désolé, on a quelqu'un d'autre, quoi. Même si la personne est moins forte en face, en tout cas correspond moins bien au profil, forcément, la disponibilité, c'est le critère numéro 1. Et donc, tu passes à côté. Voilà, bien sûr, tu passes à côté de pas mal d'opportunités à cause de ça.
Donc évidemment que c'est un petit risque à prendre de poser sa démission, hein. Tout le monde n'est pas fait pour ça et il y en a qui préfèrent cette sécurité. Mais une fois que tu oses le faire, autant te mettre dans les bonnes dispositions. Tu as vraiment toutes les cartes en main. Et justement, moi, le but, c'est d'accompagner les gens là-dedans, à bien définir leur offre, à faire des beaux profils sur LinkedIn, sur les plateformes, etc. pour être visible, à prospecter. Parce que maintenant, il y a de plus en plus de freelance, donc concurrence également. Et donc, il faut apprendre à prospecter, à faire des choses que les gens n'osent pas faire pour se démarquer, etc. Avoir des messages personnalisés vers les recruteurs, vers les clients, etc. Et donc ça, c'est super important. C'est des choses que j'aide les gens à mettre en place. Et je suis super content de le faire parce que voir la satisfaction des gens en face qui décrochent justement leurs premiers entretiens, leurs premières missions, etc. Ça, franchement, c'est la meilleure récompense. Ouais. Ok. Et actuellement, tu accompagnes combien de gens qui ont trouvé combien de missions? Explique-nous un peu en termes de chiffres. Alors l'accompagnement payant, il est très récent parce qu'avant je faisais ça gratuitement. J'ai dû accompagner une 50aine de personnes gratuitement. Okay. Oui, à la base, je te dis, je le faisais vraiment avec des proches, des collègues, etc. Et je me suis dit, ok, autant le faire de façon un peu plus officielle. Je le fais payer que depuis 3-4 mois maintenant. Okay. Donc l'accompagnement, il est assez récent. Donc j'ai 5 personnes actuellement sous mon aile, si on peut dire, que j'aide au quotidien. Donc ils en sont à des stades un peu différents. Il y en a qui viennent de se lancer, d'autres qui sont en recherche depuis 2 mois et qui sont à 2 doigts de décrocher leur mission, mais il manque ce petit truc en plus à la fin, donc pas mal d'entretiens, etc. Mais voilà, c'est forcément le volume, la récurrence et la discipline qui font le travail, hein, donc je suis très serein pour eux au final. Et donc à côté de ça, il y a effectivement aussi des coachings que je propose, donc à l'heure par exemple, où là ça se fait beaucoup plus, c'est beaucoup plus régulier et je peux faire ça avec n'importe qui justement pour les aider sur une thématique ou un facteur en particulier qu'ils aimeraient booster ou améliorer de leur côté. D'accord, ok. Mais est-ce que tu n'as pas peur en fait, comme la barrière à l'entrée devient de plus en plus basse, c'est-à-dire que maintenant, en fait, tout le monde... Bon, déjà, j'en parle même pas, mais postuler, envoyer ton CV dans une boîte mail, ça, c'est un truc qui avant marchait, ça sert à rien. Mais comme la barrière à l'entrée sur la création de contenu, sur la prospection, est en train de baisser, quoi, parce que ça devient accessible. Et par contre, il faut de la persévérance, ça, c'est certain. Tu vas peut-être en avoir qui, pendant 2 mois, le font, mais ensuite le laissent, parce que finalement, c'est pas fait pour eux. Est-ce que tu remarques finalement une certaine tendance vers les profils qui peuvent se lancer et les points bloquants qu'il peut y avoir sur ces leviers d'action pour vraiment devenir... avoir de l'apport de missions récurrents et distribuer de l'affaire, quoi, parce que finalement, business de freelance, c'est ça, quoi. Exactement. Alors pour le coup, tu as mentionné un très bon point, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de freelances qui vont débuter et donc ne pas encore avoir tous les codes, etc., qui vont passer à côté de pas mal de missions. Et à l'inverse, il y a peu de freelances qui, du coup, ont déjà mis les bonnes dispositions, toutes les choses en place, qui, eux, vont avoir beaucoup de missions et vont pouvoir ensuite les redistribuer. Okay. Donc ça, alors, c'est un peu mon cas, j'avoue que je suis très chanceux là-dessus, c'est que vu que j'ai de l'expérience, pas mal de missions, etc., je suis obligé de refuser des missions au quotidien, donc forcément, je sais comment les attirer et j'essaye de faire en sorte que les gens autour de moi aient les mêmes ambitions et les mêmes opportunités, tout simplement. Et par rapport à ce que tu disais sur la création de contenu, la prospection, etc., c'est sûr que freelance, c'est pas fait pour tout le monde. Ça, il faut bien être conscient de ça, effectivement. Il y a pas mal de gens qui n'oseront jamais le faire parce qu'ils auront trop peur de savoir se vendre, de se retrouver sans rien, etc., d'être un peu isolé et sans personne. Donc ça, c'est évidemment important d'avoir ça en tête et de pas se dire que c'est cadeau, c'est l'opportunité d'une vie pour tout le monde. Non, il faut quand même avoir les compétences d'une part et l'envie d'avoir son propre projet et de faire les démarches, sans quoi tu ne trouveras jamais rien si tu restes dans ton canapé assis à rien faire. Donc c'est forcément des démarches à faire en plus. Pour la création de contenu, comme tu l'as dit, c'est un peu traître parce que ça va pas t'apporter une mission tout de suite. La création de contenu, il faut être ultra discipliné, il faut le faire sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois minimum, je pense. Au moins, ouais, clairement, on est d'accord. Facile, je pense qu'on peut avoir un retour qu'au bout d'1 an d'expérience au moins. Et ouais. C'est ça, il faut être ultra discipliné. Les gens, évidemment, en général, n'ont pas d'expérience dans cette création de contenu, donc ils partent et chaque vidéo, chaque petit post LinkedIn en plus va te faire apprendre un maximum, mais il faut quand même partir assez vite là-dedans parce que sinon tu es en retard, tout simplement. Tu prends du retard sur les gens qui font ces démarches-là, justement. Et pareil pour la prospection, personne n'est fait pour prospecter de base. Un tech, que ce soit en data, en dev ou quoi que ce soit, ne va pas se dire cool, ma passion c'est la prospection en général. Sinon, il serait pas dev ou il serait pas data. Donc évidemment, c'est des choses qui s'apprennent. Tout le monde part avec une base de plus ou moins 0 et il faut se motiver à le faire, etc. Je pense que les approches sont encore très différentes entre quelqu'un qui le fait très bien et qui attire toutes les missions et quelqu'un qui le fait un peu au hasard, qui prospecte tous les secteurs, tous les clients possibles avec une offre plus ou moins générale. Surtout. C'est ça exactement. Le truc le plus général possible, ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire pour le coup. Il faut avoir vraiment des messages personnalisés, des choses où les gens vont se dire « Ah cool, il a vraiment compris mes problématiques,
je suppose qu'il aura un besoin derrière et donc j'accepte de faire un appel avec lui ou autre. Parce qu'en général, évidemment, c'est sur un appel que là, ça se conclut le plus facilement, ce genre d'accord, de contrat, etc. Donc non, tout ça, c'est des choses importantes à maîtriser. Personne ne les maîtrisera à fond, évidemment. Mais plus tu t'entraînes, mieux c'est. Et il faut arrêter de réfléchir. À un moment, il faut se lancer, justement, passer à l'action. C'est le meilleur apprentissage. Ce qui compte, c'est l'exécution, quoi. Exactement. Et en fait, je rebondis sur le point que tu disais, mais tu vas pas aborder les gens en disant que tu sais tout faire, parce que eux, quand tu vois quelqu'un qui sait tout faire, en fait, c'est plus un manque de confiance plutôt qu'une expertise que tu vends, en fait. Qu'est-ce que tu conseillerais, en tout cas, toi, en Web Analytics, mais globalement dans la typologie du marché que tu as pu observer en data, sur les secteurs que tu connais, hein, je viens avec mon offre, et qu'est-ce qui est une offre précise et finalisée, par exemple? Qu'est-ce que je vends et comment je me vends auprès d'un recruteur, quoi. Ouais, c'est intéressant, effectivement. Alors, évidemment, ça dépend de tous les secteurs, etc. Il y a pas mal de choses à prendre en compte. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est que quelqu'un qui veut faire, par exemple, des dashboards, des tableaux de bord, évidemment, il faudrait qu'il ait du contenu, du matériel à montrer à ce client potentiel pour lui dire, regarde ce que j'ai fait. Alors, pas pour un autre client, mais plutôt pour moi, par exemple, parce qu'il ne faut pas aller transmettre des données des autres clients, etc. Je déconseille. Non, mais plutôt sur le terme visuel, regarde ce que tu pourrais avoir si tu faisais appel à moi. Évidemment, si tu arrives à montrer que la personne en face a pas des difficultés, mais des problématiques qu'elle n'arrive pas à résoudre. Donc typiquement sur l'aspect web analyse, rien qu'en allant inspecter le site du client, tu peux voir l'outil de tracking qu'elle utilise. Okay. Donc ça te donne déjà pas mal de petites infos. C'est un truc que j'utilisais pas mal pour trouver mes missions quand j'étais plus jeune. D'accord. C'est tout simplement d'aller voir du coup l'outil qu'elle utilise. Si c'est un des outils que je maîtrise, je peux la contacter du coup en disant j'ai l'impression que vous utilisez cet outil-là, mais peut-être pas à son plein potentiel. Donc, c'est évidemment important de montrer qu'est-ce que tu pourrais apporter en plus, etc. Et à l'inverse, si c'est un outil que tu ne connais pas, tu peux facilement, du coup, leur dire, OK, alors cet outil-là, il permet tout ça, mais moi, sinon, je vous recommanderais de passer sur Google Analytics, par exemple, qui est gratuit, qui simplifie beaucoup la vie, etc. Donc, évidemment, en fonction des clients, de la taille de l'entreprise, etc., ils auront des enjeux différents. Donc, le fait que ce soit gratuit, peut-être que ça t'intéressera pas du tout, justement, une maison du luxe qui veut le top du top, et peut-être que, justement, une start-up pourra avoir une vision bien différente de tout ça et orienter ses choix d'outils et autres par rapport à ces petits critères-là. Mais c'est ultra important d'aller choper, on va dire, des petits hacks ou des petites choses qui te permettent d'avoir un temps d'avance, de savoir justement que ça plaira à la personne en face, que tu viens de l'approcher tout simplement avec quelque chose qui l'intéresse, et de déjà la mettre en condition comme si tu étais déjà presque en mission avec elle. Okay. Donc, tu lui donnes tout simplement ton plan d'action, qu'est-ce que toi tu ferais dans ces cas-là, des premières étapes, on va dire, limite tu peux travailler gratuitement, on va dire un peu en amont, mais ça peut vraiment te générer des belles opportunités et que les clients aient ultra confiance en toi derrière. Et en fait, ce que tu as expliqué, c'est le propre de la business value, quoi. Vous avez un problème, moi j'y réponds direct avec mes solutions et voilà comment j'aurais procédé, et t'abordes les gens comme ça parce que quand tu viens les voir et tu leur dis est-ce que vous recherchez dans ce type d'expertise et tout, finalement, ok, tu vas entrer en contact avec quelqu'un, mais t'apportes pas une proposition de valeur. Exactement. Ça, faut que tu sois centré sur ta proposition de valeur directement au premier message, et peut-être prendre plus de temps, en fait, de cibler les clients, toi, qui t'intéressent, travailler plus sur ce prospect en amont, mais vraiment détecter les failles que tu puisses, toi, auxquelles tu puisses y répondre quand tu viens aborder ce client pour la première fois, quoi. Exactement. Et je pense que ça, c'est une des erreurs les plus récurrentes chez les freelances, ou en tout cas les gens qui débutent, c'est de se présenter juste avec mes compétences. Ouais. Bonjour, je sais faire ça, et tel outil. Et un peu de ça aussi. Donc ça fait pas du tout pro, pas du tout spécialiste, parce que d'une part, la personne, si ça correspond pas à ce qu'elle cherche, elle va ignorer instantanément. Même si ça correspond à ce qu'elle cherche, elle va se dire, d'accord, il m'a listé tout ce qu'il sait faire, mais est-ce que vraiment ça m'inspire pour la suite? Enfin, il faut vraiment qu'il y ait à la fois un petit côté relationnel, il faut que tu paraisses quand même sympa, etc. Les gens, s'ils te gardent pour 1 an, ils ont envie que tu sois sympa et que tu aies envie de passer du temps avec eux aussi. Donc ça, c'est déjà un premier critère. Mais le fait de savoir montrer à quoi servent tes compétences, de pas les lister comme ça à la chaîne, mais de montrer en quoi ça peut aider des clients, ça c'est vraiment le top du top. Ouais. Et directement dans un business case le mieux, c'est ça en termes d'approche pour convertir derrière, en tout cas ton prospect. Toi, c'est ce que tu conseilles dans l'accompagnement. Exactement, ouais, c'est ça. Ça fait partie tout à fait de l'accompagnement, etc. Donc comment aborder le mieux possible, en tout cas les clients. Évidemment, ça n'a pas une réussite de 100%, on est bien d'accord, c'est impossible. Mais plus tu maximises tes chances, plus le facteur justement aléatoire de tomber au bon moment avec le bon client, tu le maximises et forcément ça améliore tout ça. Mais c'est sûr. Après, aller prospecter, c'est aussi dans 80% des cas se prendre des portes et dans les 20 restants les voir entrouvertes, quoi. Donc
il y a beaucoup plus d'échecs que de succès. Mais quand Ok, ça oui. mord, voilà, au moins ça te permet de pérenniser sur ça. Et donc, finalement, toi, tu as aussi, en parallèle de ton accompagnement, lancé ton apport d'affaires parce qu'il y avait beaucoup de gens qui te contactaient. Pour ça, en fait, tu pouvais pas les prendre, donc tu redistribues des missions sur. Donc toi, ils te contactent sur ton expertise, j'imagine, en particulier. Donc, C'est ça. Généralement, c'est évidemment web analyse. Ça s'étend un peu plus largement à la data au global. Donc, il y a quand même pas mal de missions, justement, dashboarding, data engineer, data scientist, etc. Donc, voilà, c'est assez large. Et justement, les recruteurs, quand c'est le client final qui te contacte, en général, il a un besoin assez défini et il sait qu'il te contacte parce que tu corresponds. Quand c'est un recruteur, du coup, il a forcément un peu moins la vision technique et donc il prend un peu tous les gens qui ont marqué data dans leur profil LinkedIn, on va dire. Donc là, forcément, tu peux avoir des opportunités qui te parlent un peu moins, ou en tout cas sur lesquelles tu n'es pas dispo ou un peu moins chaud sur le moment donné. Et là, justement, c'est là que tu peux justement les redistribuer à des contacts, à des gens en qui tu as confiance. Évidemment, c'est ça qui est important dans l'apport d'affaires, c'est que si tu missionnes quelqu'un pour faire la mission, on va dire, à ta place, il faut vraiment que tu aies confiance en lui parce que sinon, c'est un peu ta réputation aussi qui est en jeu. Donc si la personne, elle part au bout d'une semaine après parce qu'elle n'a plus envie de travailler pour ce client ou autre, forcément, ça fait un petit coup au moral derrière pour tout le monde. Donc voilà, il faut quand même faire attention. Mais sinon, je trouve que c'est un très bon business, tout simplement. Le fait, tout simplement, de te rémunérer une commission sur cet apport d'affaires qui, du coup, aide tout le monde, tout simplement. Le client, il est content, il trouve quelqu'un rapidement. Alors, apporté d'affaires, je sais pas comment. comment ton on dit. apporté d'affaires, ouais. Apporté Si toi, d'affaires, t'es apporteur allez. d'affaires, je pense que. À juger pour En tout apporter cas, d'affaires. moi, ma connaissance du français, c'est ça. Allez, à juger pour ça. Évidemment, il est super content aussi parce que si lui il galère depuis 1 ou 2 mois à trouver une mission et que tu arrives avec quelque chose sur un plateau, forcément, il est largement prêt à te céder, je sais pas, 5% par exemple de son TJM. Et toi, évidemment, voilà, ça devient un revenu un peu récurrent où tu as aidé quelqu'un, donc c'est assez satisfaisant. Et en plus, tu as une rémunération, on va dire, monétaire, donc c'est quand même toujours sympa. Et qui est régulière, en fait. Exactement. Donc, finalement, si ça, tu scales, ça te permet de te faire cette business à côté, quoi. Exactement. Et donc, tu as tout intérêt à ce que la mission dure longtemps et donc à trouver le bon profil. Donc, ne pas balancer des profils au hasard, on va dire, mais vraiment aller faire, toi, une petite recherche en amont. Donc, ça aussi, ça prend du temps, forcément. Comme les recruteurs, hein, ils passent des heures et des heures à trouver le bon profil. Toi, c'est un peu la même chose en apport d'affaires. Sauf qu'on va dire que c'est un peu plus simplifié parce qu'il faut aller voir dans l'entourage proche. Faut pas commencer à recruter au hasard sur LinkedIn, sinon c'est mal embarqué. Ouais, c'est sûr. Mais est-ce que, par exemple, Donc, en fait, il y a une dimension super importante dans ça, c'est que tu dois toujours te montrer à l'écoute du marché et tu dois jamais dire non. En fait, tu dois toujours te vendre comme quelqu'un qui est toujours disponible et finalement entrer dans le process pour finalement dire « Ah ben, je peux pas prendre la mission, donc je vous redirige vers quelqu'un qui est aussi compétent que moi. » C'est ça nécessite C'est vrai. d'entrer dans ce processus, d'être à l'aise avec ça, avec le fait de te vendre et continuellement prospecter pour faire grossir cette activité. Parce que sinon, si tu commences à dire non à ces opportunités qu'on te propose, derrière, l'apport d'affaires, tu vas pas le redistribuer, tu vas pas avoir plein de missions en même temps au moment où tu en cherches une. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Ouais, non mais exactement, t'as raison. Alors pour le coup, je n'ai pas fait d'apport d'affaires payant encore. À chaque fois, pour l'instant, dès que j'en ai fait, c'était des amis et donc voilà, je voulais pas les faire payer ou autre. Mais comme tu l'as dit, en fait, j'ai tellement refusé de missions auparavant que je suis sûrement passé à côté de pas mal d'argent et d'opportunités là-dessus. Et maintenant, comme tu dis, tu es obligé d'aborder ça un peu différemment. Tu dis soit que tu es disponible pour en savoir un peu plus sur la mission et ensuite avoir plus de détails tout simplement à donner à ton apporté d'affaires, ou soit tout simplement directement dès le premier message, le premier mail ou autre, tu dis alors je suis pas disponible mais je connais quelqu'un qui... Et là, du coup, ça redirige assez vite. Mais ouais, c'est une approche un peu différente, comme tu dis. Bon, j'en ai refusé beaucoup trop d'émissions. Mais honnêtement, je suis quand même très content avec ce que j'ai actuellement, donc c'est pas dérangeant. Ok. Et toi, en termes de sourcing, c'est plutôt les réseaux, les plateformes de freelance qui t'apportent des missions principalement, où tu dirais que c'est du off-market, les gens qui te contactent sur LinkedIn, et qui finalement, c'est un peu le truc de 2025, où en fait, toutes les offres sont off-market, enfin, en tout cas beaucoup, parce que les plateformes de freelance, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que elles, leur métrique de succès, c'est le nombre d'offres qui sont listées sur leur site avec le nombre de candidatures. Donc, Exactement. ils présentent en termes de trafic, comme tu l'as expliqué en site. Exactement. C'est exactement ça. Aux clients, voilà, moi, j'ai tant d'offres qui ont été publiées dans ce secteur avec tant de candidatures, donc je suis à même de vous présenter tant de profils qui répondraient à votre besoin. Mais est-ce que finalement, la stratégie off-market, pour des freelances ultra spécialisés avec une offre nichée, c'est pas quelque chose qui va à terme pouvoir supplanter les plateformes? Ouais, bonne question, effectivement. Alors, je pense que d'une part, le réseau, c'est évidemment
le cheat code ultime, on va l'appeler. Évidemment, quand tu as du réseau, tu as des proches qui savent ce que tu fais directement. S'ils sont dans une entreprise où il y a une mission qui se débloque, ils penseront à toi. Et là, c'est du off-market, vraiment pépite. Tu es le premier à connaître cette offre potentiellement. Donc là, c'est jackpot si tu arrives avec la bonne offre derrière. Avec la bonne proposition de valeur, on va dire. Après, effectivement, alors moi, j'ai trouvé beaucoup de missions, comme tu l'as dit, sur les plateformes, que ce soit du Malte, du LinkedIn ou pas mal d'autres. Donc, il y a toujours de quoi faire. Les gens s'inquiètent. Voilà, j'ai pas eu de mission sur Malte depuis 6 mois, etc. Oui, bah alors, d'une part, optimise ton profil et ensuite, vois qu'est-ce que tu pourrais améliorer en permanence. C'est bien de faire un suivi un peu régulier parce que justement, tu as les statistiques de ces plateformes. Donc, tu sais sur quels mots-clés t'apparaît, etc. Donc, autant faire en sorte que tu apparaisses sur les mots-clés qui t'intéressent vraiment. Et après, voilà, tout le côté référencement et tout, c'est vraiment des choses à travailler. Et ça, en plus, pour le coup, c'est de la visibilité gratuite. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que tu le travailles une fois et ensuite, tu reviens un petit peu dessus de temps en temps. Et après, tu t'en soucies plus, tout simplement. Du Malte, alors LinkedIn, c'est un peu différent parce que si tu crées du contenu, c'est encore mieux. Donc, comme ça permet de rendre ton profil encore plus visible. Mais c'est des choses où il faut les mettre de côté et juste les optimiser une bonne fois pour toutes et après être content de ce que tu as. Et justement, derrière, pour aller taper du off-market et avoir une prospection justement au bon timing, là, forcément, voilà, il y a des gros enjeux de réseau, etc. C'est compliqué d'avoir une réponse claire là-dessus, évidemment. Mais clairement, oui, en fait, le process classique d'une entreprise, ils vont voir leurs collaborateurs. Est-ce que tu connais quelqu'un qui saurait nous aider là-dessus ? Non, ok. Donc, on passe ça à un cabinet de conseil qui va démarcher un recruteur, etc. Et ensuite, ce recruteur va potentiellement, toi, te trouver. Et donc, si tu arrives à court-circuiter un peu ça, c'est là qu'on appelle du off-market. Alors, il y a même différents degrés de off-market selon moi. Mais ouais, bien sûr, si tu arrives à court-circuiter et à être là au bon moment, tout simplement, tu gagnes beaucoup plus de probabilité d'avoir une opportunité. Ouais, c'est certain. Surtout que tu remarques, en fait, sur LinkedIn, donc principalement pour la création de contenu, en tout cas sur le freelancing, il y a beaucoup de top profils qui doivent, eux, redistribuer un paquet de missions pour 95% du reste qui prend les miettes. Donc, en fait, c'est pour ça que je te posais cette question, où dans la mesure où tu as quelques petits profils quelques gros profils sur des offres nichées qui vont pouvoir redistribuer un paquet de missions, ça en fait des leviers, en tout cas des intermédiaires identifiables pour les entreprises ou pour les autres freelances en réseau pour redistribuer ces missions, quoi. C'est vrai que pour l'instant, en tout cas, il y a pas... Il y a alors des créateurs de contenu dans la tech, dans la data, il y en a de plus en plus, c'est vrai. Dans tout ce qui est inbound, SEO, tout ça, ouais, ça se tient dans un mouchoir de poche, quoi. Vraiment, oui. Ça se tient dans un mouchoir de poche. Non, Donc, clairement. Et en fait, justement, quand tu es sur LinkedIn et que tu commences à poster un peu, l'algorithme est plutôt bien fait aussi. Je dis pas qu'il vaut les TikTok, etc. Mais quand tu commences à liker des posts qui t'intéressent, pour le coup, ton fil d'actualité LinkedIn devient intéressant. Moi, j'avais peur que LinkedIn, ce soit vraiment catastrophique. Avant, c'était ultra corpo, etc. Et c'est justement quand tu commences à t'y intéresser un peu que ça devient intéressant, je trouve. Et tout simplement, une fois que tu vois ça, tu as l'impression que tous les gens autour de toi postent du contenu et sont ultra réguliers, etc. Tu te dis, ah mince, il faudrait que je fasse encore plus. Alors qu'en fait, ça, comme tu l'as dit, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg, où on se dit, ok, ah ouais, les 2% des gens que je vois sur LinkedIn, ils postent à fond, etc. C'est sûr qu'ils ont plein de missions. Mais comme tu dis, en fait, il y en a plein d'autres qui n'osent pas le faire et qui passent à côté de pas mal de choses. Donc, je sais que c'est pas fait pour tout le monde. Alors, à la fois de montrer sa tête, etc. Même moi, avant de me lancer, je pensais que jamais de la vie, je serais sur Internet en public. Donc, sous un pseudo ou quoi que ce soit, mais jamais de cette façon-là. Et en fait, justement, c'est que quand tu te lances, que tu te dis, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt, tout simplement. Ça apporte des opportunités. Enfin, c'est tout bénef, littéralement. Il n'y a aucun risque, a priori. Enfin, il n'y a pas de côté négatif. Donc, ouais, non, forcément, j'ai juste envie de dire aux gens, lancez-vous, quoi. Ouais, c'est sûr. Et puis, tu vas pas recevoir des messages de haters parce que tu produis du contenu et qui, finalement, quand même, LinkedIn, comparé aux autres plateformes, c'est quand même du contenu de qualité, quoi. Tout à fait. Donc, soit en termes techniques, donc tu as du contenu en termes d'opinion. Globalement, je pense que c'est comme ça qu'on pourrait le résumer, en termes d'opinion et sur un secteur ou des actus. Et ensuite, du contenu vraiment spécifique, en tout cas dans la data, avec des tips outils, des tips langage, des tips scale, tout ça. Et c'est quand même, je veux dire, c'est une mine d'or pour avoir accès à ça. Et moi, même, quand je construis des vidéos, ou je construis du contenu, rien ne vous empêche d'aller vous inspirer des autres, de le recycler à votre manière et d'y mettre votre patte. La création, c'est justement assembler des éléments que vous voyez de diverses manières et pouvoir les redonner avec votre marque, quoi. Donc, exactement. Et pour le coup, je pense que c'est la première peur des gens, c'est de se dire le regard des gens autour, etc. Mais comme tu l'as dit, personne ne va te juger parce que tu as tenté quelque chose. Au contraire, c'est ne rien faire qui, pour moi, est préjudiciable et on pourrait te reprocher de rester justement dans ta mission qui te plaît pas, en étant justement CDI ou quoi que ce soit. Mais si tu veux faire quelque chose et que le moyen d'y arriver,
c'est potentiellement la création de contenu, c'est le fait d'oser te lancer et de voir après ce qui se passe, comme tu dis, d'itérer, de faire pas mal de choses par toi-même, etc. Je pense que c'est tout bénef et justement personne ne pourra te reprocher, même si le contenu est pas ultra quali de base, je pense que c'est toujours bénef. Ouais. Et puis surtout, tout le monde aime les apporteurs de solutions. On préfère les gens qui sont positifs plutôt que ceux qui sont négatifs et ont des peurs, en fait. Donc, ouais. Et le mix LinkedIn-YouTube, je pense qu'il y a vraiment... c'est pépite, tout simplement. Ouais, pour toi, pour l'instant, ça te permet de rencontrer des gens qui, toi, te permettent de nourrir ton offre et en tout cas ton contenu vis-à-vis de ça. Comment tu le vois à terme, cette stratégie de contenu sur ta chaîne ? Ouais, alors YouTube pour le coup, quand je disais ces pépites, c'était plutôt sur l'aspect consultation. Moi, je regarde beaucoup YouTube pour me former sur des sujets, justement l'aspect marketing, business et tout, c'est ultra intéressant. Il y a des gens qui forcément sont à un stade tellement avancé que toi, quand tu débutes, tu apprends énormément d'eux et tout au long de leur aventure, tu peux suivre et te retrouver un peu à chaque fois. Donc ça, c'est super intéressant. Sinon, évidemment, alors le fait de se lancer sur YouTube, c'est toujours un peu délicat parce que voilà, tu montes ta tête, etc. LinkedIn est peut-être plus une étape facile à franchir pour la majorité des gens parce que c'est textuel. T'as pas besoin d'une grosse préparation, etc. Mais je trouve que YouTube, c'est beaucoup plus personnalisé, tout simplement. Ouais. Tu parles littéralement aux gens. Enfin, moi, j'aime bien justement tutoyer, etc. Parce que pour moi, c'est comme si je parlais à des potes que j'aidais de façon transparente, j'aidais de façon vraiment en essayant d'être le plus authentique possible, etc. Et donc ça, voilà, je trouve que c'est important. Évidemment qu'il y aura sûrement des gens qui font la même chose que toi, un peu différemment, etc. Tant que tu es transparent et que tu penses ce que tu dis, je pense que c'est déjà... tu fais une grosse partie du job. Évidemment, il faut se renseigner pour pas dire de bêtises, etc. Sinon, forcément, une vidéo où il y a une erreur ou quoi que ce soit, je sais pas, quand on parle freelance, tout ce qui est fiscalité, etc., ça évolue beaucoup, donc il faut quand même rester un peu au courant de tout ça. Mais sinon, ouais, forcément, je pense que YouTube, c'est le meilleur moyen pour avoir un vrai contact avec les gens. Et LinkedIn, forcément, ça va avec, puisque dès qu'on parle freelance, dès qu'on parle tech, data, etc., les pros travaillent sur LinkedIn. C'est là où il y a le plus de contacts à générer, donc évidemment, il faut s'orienter là-dessus. Ouais, et c'est aussi... ça propose 2 canaux d'action, contrairement à un, si sur LinkedIn, si pour une raison X ou Y, il se trouve que tu perds tes abonnés ou autre chose, et t'es exposé au ban, quoi. Exactement. C'est toujours bien d'avoir rappel, d'avoir plusieurs canaux de croissance et sur lesquels tu peux capitaliser, quoi. C'est ça. Et encore, moi, je suis pas sur Twitter et Instagram. Je devrais sûrement, parce que pareil, c'est du texte ou de la photo, etc. Donc normalement, il y a moyen de faire quelque chose d'un peu automatisé et de combiner ça avec le reste pour que ce soit complémentaire. Moi, je le suis pas encore pour le coup. Mais oui, je pense que plus on diversifie, comme tu dis, plus on touche des cibles différentes aussi. Parce que forcément, quelqu'un sur LinkedIn, c'est pas forcément la même personne que sur Twitter. Clairement, il y a des gros écarts. Donc non, je pense que c'est bien d'être un peu diversifié sur les solutions pour apporter des missions. Et ensuite, effectivement, être de plus en plus ciblé et spécialisé sur ton offre à toi et qu'est-ce que tu veux proposer littéralement. C'est ça aussi. Après, il faut adapter le canal en fonction de l'offre, quoi. Donc, Twitter et Insta, pour l'instant, ça sera plutôt pour du B2C, mais je pense pas que le directeur de la DSI du gros groupe va te trouver sur un short Insta en scrollant son écran, quoi. En tout cas, moins probable. Moins probable. Ouais. C'est sûr. Alors, peut-être un designer, par exemple, un UX ou autre, qui a fait une petite démo de ce qu'il sait faire, quelqu'un qui travaille, pareil, graphisme, logo, etc. Là, évidemment, que c'est des trucs beaucoup plus faciles à partager sur Insta et Twitter, et avec le côté un peu plus viral potentiellement, parce que LinkedIn, effectivement, c'est beaucoup plus aléatoire, le côté viral. Des fois, tu as des posts qui surperforment, tu ne sais pas trop pourquoi. Et à l'inverse, le post où tu as passé des jours à l'écrire, c'est un bide. Donc voilà, ça, c'est très aléatoire. Mais voilà, tout le monde y trouve son compte en général. Donc non, ouais, je pense qu'il faut se lancer. Si c'est le résumé possible, il n'y a que ça qui compte. Ouais, c'est sûr. Bon, du coup, ça va nous permettre de terminer le podcast sur ce point. En tout cas, n'hésitez pas à vous lancer. Et de toute façon, vous ferez des erreurs, c'est certain. Mais c'est en faisant ça qu'on apprend. Et de toute façon, ça ne pourra que vous apporter des choses, quoi. Et sinon, vous allez juste rester, vous allez juste manquer le wagon et le train sera parti sans vous, quoi. Exactement. Donc, à parler toujours de risques, etc. En fait, peut-être que le risque, c'est de rester justement dans la situation où t'es et de ne rien faire. Et donc, justement, de rater potentiellement le train, comme tu dis. Alors qu'il y a des très belles opportunités qui sont vraiment pas si loin de toi que ça. Juste le fait d'aller parler à un ami, à un ancien collègue ou quoi, ça peut te débloquer quelque chose et te permettre de passer en freelance. Et en fait, le risque, oui, on peut se dire, je l'ai jamais fait, donc ça fait peur. Mon entourage l'a pas forcément fait, donc ça fait peur aussi. La peur est légitime, mais en soi, le risque, il est pas vraiment là. Tu te lances en micro-entrepreneur, c'est gratuit, c'est ultra simple. Au pire, ça marche pas, tu trouves pas de mission sous 3, 6 mois, peu importe. Et tu reviens en CDI et normalement, si tu as les compétences et que tu estimes pouvoir devenir freelance, et revenir en CDI, ça sera tout aussi simple parce que tu auras appris, on va dire, de ta prospection, etc. Tu auras mis quand même des choses en place avant de revenir en arrière, mais c'est pas un échec au point de tout arrêter, etc.
faut juste se dire que c'est voilà, un apprentissage. Tu tentes, ça marche pas, tant pis. Et si ça marche, bah là pour le coup c'est jackpot parce que normalement tu devrais apprécier ça et honnêtement autour de moi tous les gens qui se sont lancés ils regrettent absolument pas. Ouais, et puis surtout si t'as aussi le mindset pour, forcément tu vas te donner les moyens d'aller chercher des missions. Même si tu commences, tu débutes, t'as toujours des gens qui vont t'apporter des missions. Si tu fais l'effort d'aller les contacter, les top profils sur Malte, d'avoir leur retour d'expérience, comment eux ils ont scalé leur offre, évidemment dans l'expertise que tu vises, hein, soyons toujours transparents, mais aller chercher vraiment des retours et du feedback, parce que c'est le plus important d'avoir du feedback sur des gens à qui tu vends ton offre et de savoir comment tu peux affiner finalement toi ton profil et tu peux devenir en fait un super seller dans ta niche, quoi. Exactement. Et comme tu l'as dit, c'est ultra important de se baser sur les gens qui ont déjà fait ce que tu veux faire, qui eux ont été successful, ont réussi, etc. Et bah inspire-toi d'eux justement, fais la même chose et bah ça se passera bien tout simplement. Il n'y a pas de raison que ça échoue tout simplement. Ça marche. Bon, ben merci beaucoup Alexis. Eh bien, on se retrouvera pour un prochain podcast peut-être sur ta chaîne. Avec plaisir, carrément, bien sûr. Ça marche. Merci beaucoup. Salut, ciao.